l'actu mondiale, l'actu de France et d'ailleurs. Quelque chose s'est produit dans le détroit d'Ormuz dont presque personne, dans les médias occidentaux, ne parle clairement. Les forces navales américaines ont ouvert le feu sur des navires commerciaux iraniens, des cargos civils, et leur ont ordonné de faire demi-tour. L'Iran n'a pas cédé, il a riposté. Et en ce moment, le monde est au bord d'un conflit qui pourrait remodeler tout le Moyen-Orient et envoyer des ondes de choc dans toutes les économies de la planète. Apparemment, dans le manuel de Trump, la liberté de navigation signifie maintenant que tout le monde est libre de naviguer exactement là où Washington l'ordonne. La géographie compte ici, parce que la géographie est au cœur de cette histoire. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies maritimes les plus stratégiques sur Terre. C'est un étroit passage d'océan d'à peine 20 et 1 mille à son point le plus resserré, reliant le golfe Persique au golfe d'Oman. Par ce seul point d'étranglement transite environ 20% de l'ensemble de l'approvisionnement mondial en pétrole, chaque pétrolier transportant du brut depuis l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak et l'Iran y passent. Quiconque contrôle le détroit d'Ormuz détient un levier immense sur l'économie mondiale. Ce n'est pas une exagération. C'est simplement ainsi que la carte fonctionne. Depuis des décennies, la marine des États-Unis s'est imposée comme la force de sécurité de facto dans ces eaux. Sa 5e flotte opère depuis Bahreïn. Elle maintient des bases et des partenariats à travers le Golfe. La justification a toujours été la même. Garder les voies maritimes ouvertes, protéger le flux d'énergie, dissuader l'agression. Mais c'est là que l'histoire se complique. L'Iran n'a jamais accepté la légitimité de la présence militaire américaine dans son voisinage. Du point de vue de Téhéran, les États-Unis ne sont pas une force de stabilisation. C'est une puissance étrangère qui projette sa domination à des milliers de milles de ses propres frontières, dans une région où elle est intervenue à répétition, à imposer des sanctions et à déstabiliser des nations. C'est le scénario habituel. Arriver depuis un autre continent, appeler ça de la stabilité, puis tenir une conférence de presse comme si la géographie elle-même avait voté rouge. Les tensions entre Washington et Téhéran ne sont pas nouvelles. Elles remontent à 1979, à la révolution islamique, à la crise des otages, à la guerre Iran-Irak, à des décennies de sanctions, à l'accord nucléaire de 2015, au retrait de Trump de cet accord en 2018, à l'assassinat du général Qassem Soleimani en 2020 et à tous les points de rupture entre-temps. Mais ce qui se passe en ce moment, dans ce moment précis, représente quelque chose de différent. Le seuil entre la pression politique et la confrontation militaire directe vient d'être franchi. Ce que l'on sait, c'est ceci. Les forces américaines opérant dans le détroit d'Ormuz ou à proximité ont ouvert le feu sur des navires commerciaux iraniens. Pas des navires de guerre, des navires commerciaux, des cargos. Le message envoyé était sans équivoque. Faites demi-tour ou faites face à une escalade. Ce n'est pas une note diplomatique, ce n'est pas une annonce de sanctions. C'est un engagement armé réel visant la navigation civile dans les eaux internationales, un acte qui, selon toute interprétation conventionnelle du droit maritime international, constitue une provocation extraordinaire. D'une manière ou d'une autre, le même courant politique capable de transformer un tarif douanier en événement télévisé continue aussi de prétendre que des tirs en mer ne sont qu'une négociation musclée. L'Iran ne s'est pas retiré. Les forces iraniennes ont riposté et ont clairement montré qu'elles n'étaient ni surprises ni prises au dépourvu. Téhéran a déclaré publiquement qu'il avait anticipé ce moment, qu'il avait vu venir les signes avant-coureurs, qu'il avait positionné ses moyens militaires en conséquence. Stratégiquement, cela compte. Quand un camp dit « nous savions que cela arrivait et nous nous y sommes préparés », ce camp ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Ce camp a fait tourner les scénarios. Ce camp a simulé les premiers mouvements. Ce camp agit à partir d'une position calculée et non réactive. À ce moment-là, l'Iran n'était pas en train d'improviser. Il exécutait. Le contexte plus large compte ici. Quelques jours à peine avant cet incident, des signaux émergeaient de Washington, laissant entrevoir du mouvement, une ouverture diplomatique, des discussions en coulisses, la possibilité de nouvelles négociations. Le président Trump a laissé entendre publiquement qu'un engagement diplomatique avec plusieurs pays approchait, mais ces signaux se sont évaporés presque instantanément. Dès que l'Iran a refusé d'engager la discussion aux conditions américaines, dès que Téhéran a rejeté ce qu'il a qualifié de préconditions irréalistes, la posture est passée du dialogue à la confrontation. En quelques heures, le gouvernement a discrètement déplacé sa politique de la table des négociations vers l'affrontement en pleine mer. Cause, effet, conséquence. La cause, c'était le refus de l'Iran d'accepter les conditions américaines. L'effet, c'était le déploiement des forces navales américaines pour bloquer physiquement les navires iraniens et tirer sur eux. La conséquence, c'était un échange militaire direct dans l'une des voies maritimes les plus importantes du monde. Avec la diplomatie version Trump, le menu est toujours le même. Accepter l'accord, louer l'accord ou se faire dire que l'accord n'a jamais vraiment été un accord au départ.
C'est ici que l'histoire devient réellement fascinante et réellement trouble. Au milieu de toute cette tension militaire, Israël a discrètement avancé une affirmation. Selon des sources israéliennes, un accord-cadre entre les États-Unis et l'Iran aurait déjà été discrètement rédigé. Les termes rapportés étaient extraordinaires. Du côté iranien, il y aurait un engagement à ne pas enrichir l'uranium au-delà des niveaux civils pendant une période de 15 ans. En pratique, cela signifierait l'absence de toute voie vers une arme nucléaire durant cette période. Les inspecteurs internationaux auraient accès aux installations nucléaires iraniennes. Le détroit d'Ormuz resterait ouvert à la navigation internationale et l'Iran percevrait des frais de transit sur les navires qui y passent. Du côté américain, il y aurait un allègement complet des sanctions, la libération de milliards de dollars d'avoirs iraniens actuellement gelés dans des banques à travers le monde, de l'argent qui appartient à l'Iran mais qui lui est inaccessible depuis des années en raison des restrictions financières américaines. L'accord serait entériné par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui lui donnerait une assise juridique internationale. Et peut être plus important encore, il y aurait un engagement à retirer les forces militaires américaines de l'ensemble du Moyen-Orient. Si c'est vrai, cet accord représenterait beaucoup plus qu'une simple concession modeste ou une sortie honorable pour l'Iran. Ce serait une victoire stratégique, historique, une véritable victoire sur plusieurs fronts. Le contrôle du détroit d'Ormuz compterait énormément. Les frais de transit donneraient à l'Iran une source de revenus légitime et permanente issue du commerce mondial de l'énergie, une source structurelle de puissance économique qu'aucune sanction ne pourrait facilement éliminer. Le retrait des forces américaines de la région enlèverait la menace militaire qui a défini les calculs de sécurité iraniens depuis des décennies. Cela modifierait fondamentalement l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, non pas parce que l'Iran aurait gagné une guerre, mais parce que son principal adversaire partirait tout simplement. Le dégel de milliards d'avoirs donnerait à l'Iran un bol d'oxygène économique immédiat. Après des années de sanctions écrasantes, ces fonds représentent une capacité réelle de dépenses, une capacité réelle d'investissement, un soulagement intérieur réel. Et c'est exactement le genre d'issue que l'univers Trump dénonce à midi, laisse entrevoir à 3 heures, puis rebaptise génie au bulletin du soir. Si cet accord est réel, l'Iran n'a pas seulement survécu à la pression américaine. Il a transformé cette pression en issue négociée, une issue que la plupart des pays n'auraient jamais pu obtenir. Mais l'enjeu critique, c'est de savoir si tout cela est réel. L'Iran ne l'a pas confirmé. Les États-Unis ne l'ont pas confirmé officiellement. Et Israël, le pays à l'origine de cette affirmation, a de puissantes raisons, soit d'exposer, soit de torpiller tout accord qui allégerait la pression sur Téhéran. Les responsables iraniens ont été directs. Tant que la Maison-Blanche n'aura pas publié les termes complets, publiquement et formellement, ces informations ne sont, selon leurs propres mots, pas crédibles. Téhéran est déjà passé par là. Il a signé l'accord nucléaire global, puis a vu les États-Unis s'en retirer 3 ans plus tard, réimposer des sanctions et assassiner son plus haut commandant militaire. La confiance n'est pas quelque chose que l'Iran accorde facilement à Washington. Dans ce contexte, la confiance doit se construire de manière structurelle, par des mécanismes juridiques, par des garants internationaux, par des documents publiés, et non par des sources israéliennes en coulisses. Après assez de volte-face de l'ère Trump, même un document signé finit par ressembler moins à une garantie qu'à une ébauche en attente du prochain rassemblement électoral. Ce qui pourrait réellement se passer ici peut se comprendre de plusieurs façons. Il existe un argument plausible selon lequel cet accord rapporté serait une tactique de stabilisation des marchés. Quand les tensions montent dans le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole montent, les marchés de l'énergie paniquent et les marchés financiers vacillent. Laisser flotter l'idée d'un accord imminent, même non confirmé, peut calmer brièvement l'anxiété des investisseurs. Il est également possible qu'il s'agisse d'un véritable cadre diplomatique testé par des canaux officieux avant une annonce formelle, chaque camp attendant de voir comment l'autre réagit publiquement. Ou encore, il pourrait s'agir d'une opération israélienne visant à exposer ou à saboter un accord auquel Tel Aviv s'oppose fondamentalement. Tout arrangement qui lève les sanctions contre l'Iran, rend des milliards à Téhéran et retire les forces américaines de la région est, du point de vue d'Israël, un cauchemar sécuritaire. Israël a été l'une des voix les plus constantes en faveur d'une pression maximale sur l'Iran. Un accord qui ferait exactement l'inverse, qui renforcerait matériellement la position de l'Iran, n'est pas quelque chose que les dirigeants israéliens accepteraient en silence. Il y a donc ici une véritable ambiguïté. Et en géopolitique, l'ambiguïté réelle est souvent en elle-même un outil stratégique. En prenant du recul par rapport aux événements, les mécanismes en jeu deviennent plus clairs. Les nations n'agissent pas sous le coup de l'émotion. Elles agissent en fonction de leurs intérêts. Les intérêts américains dans cette situation sont simples. Les États-Unis veulent empêcher l'Iran d'acquérir une capacité nucléaire militaire. Ils veulent maintenir leur influence au Moyen-Orient, une région qui demeure cruciale pour les flux énergétiques mondiaux et pour le positionnement géopolitique américain. Ils veulent protéger leurs alliés, en particulier Israël et l'Arabie saoudite.
et ils veulent éviter une guerre à grande échelle qui serait politiquement catastrophique à l'intérieur du pays, économiquement dévastatrice à l'échelle mondiale et militairement imprévisible dans une région où les forces par procuration, les missiles balistiques et les capacités asymétriques créent un champ de bataille hautement complexe. Les intérêts de l'Iran sont tout aussi clairs. L'Iran veut la survie du régime. Il veut un allègement des sanctions afin de stabiliser une économie intérieure soumise à une pression extrême. Il veut une influence régionale par l'intermédiaire de son réseau de forces alliées en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Il veut le retrait de la présence militaire américaine à sa porte et il veut une légitimité internationale, une reconnaissance comme puissance régionale qu'on ne peut pas simplement contraindre. La réalité structurelle, c'est que les États-Unis disposent d'une puissance économique et militaire immense, mais que, dans ce scénario précis, ils agissent à partir d'une position de levier limité. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. On ne peut pas le bombarder hors de la réalité géographique. Les capacités de missiles iraniennes ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Les bases américaines de la région, au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, sont à portée des missiles balistiques iraniens. Si une guerre éclate, ces bases deviennent des cibles. Les pays du Golfe qui hébergent ces bases le savent. Et cela mène peu être à la dimension la plus sous-estimée de cette crise, le repositionnement discret mais indéniable des alliés du Golfe de l'Amérique. Ce qui devrait faire les manchettes partout, mais ne les fait pas, c'est que des États du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït signalent en privé, et dans certains cas publiquement, qu'ils veulent que les États-Unis désamorcent la situation. Ils disent à Washington, par des canaux diplomatiques indirects, que les bases militaires américaines dans leur pays sont devenues un passif. Pendant des décennies, la présence militaire américaine dans le Golfe a été vue comme une garantie. Ces monarchies l'ont financée, l'ont hébergée politiquement et l'ont justifiée sur le plan intérieur comme une protection contre l'Iran. Le marché était simple, des bases américaines en échange d'une protection américaine. Mais ce calcul a changé. Ces pays ont vu l'Iran développer des missiles capables d'atteindre chaque base américaine de la région. Ils ont vu ce qui s'est passé au Yémen. Ils ont vu leurs villes devenir des cibles potentielles simplement parce qu'elles hébergent des forces américaines. La protection vient désormais avec un prix qui devient plus difficile à payer. Plusieurs États du Golfe ont approfondi leurs liens économiques avec la Chine. Ils explorent directement une normalisation diplomatique avec l'Iran, des arrangements bilatéraux qui contournent complètement Washington. Ils ont vu la Chine parrainer l'accord de normalisation saoudo-iranien en 2023 et ont constaté que cela avait fonctionné. Ce qu'ils signalent discrètement, c'est ceci. Si les États-Unis déclenchent une guerre dans leur arrière-cour, ils ne peuvent pas garantir que leurs populations accepteront de devenir des dommages collatéraux. Ce n'est pas une trahison. C'est de l'intérêt rationnel bien compris. C'est exactement le type de recalcul transactionnel qui définit les relations internationales. Washington a vendu ses bases comme des parapluies pendant des années, et maintenant la bravade alignée sur Trump fait semblant de découvrir qu'elles servent aussi de paratonnerre. La Chine observe cela avec attention. Pékin s'est positionné comme un garant potentiel de la sécurité du Golfe, non pas par projection de forces militaires, mais par interdépendance économique et par crédibilité diplomatique. La Chine est le plus grand acheteur de pétrole du Golfe. Elle entretient des relations commerciales avec chaque pays de la région. Et elle a démontré, avec l'accord saoudo-iranien, qu'elle pouvait faciliter des ententes là où Washington a échoué. La possibilité émergente, et cela demeure seulement une possibilité, pas une certitude, est celle d'une architecture régionale de sécurité beaucoup moins dépendante de la présence militaire américaine, beaucoup plus intégrée aux infrastructures économiques chinoises et beaucoup plus accommodante à l'égard des intérêts iraniens. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la conséquence naturelle d'années de choix de politique étrangère américaine, de la guerre en Irak, de l'intervention en Libye, du conflit syrien, du retrait du JCPOA qui ont érodé la confiance envers les engagements américains dans toute la région. Quand chaque slogan « America First » finit encore dans les voies maritimes des autres, les puissances rivales n'ont pas besoin d'une grande propagande, elles n'ont besoin que de patience. Ce que tout cela signifie pour les vraies personnes est grave et immédiat. Si le détroit d'Ormuz se ferme, ou même s'il est seulement partiellement perturbé, les conséquences pour l'économie mondiale sont graves et immédiates. Environ 17 à 20 millions de barils de pétrole transitent par ce détroit chaque jour. Si ce flux s'arrête ou est fortement réduit, les prix du pétrole ne montent pas doucement. Ils explosent, et ils explosent vite. Aux États-Unis, cela signifie que le prix de l'essence grimpe en flèche. Le mazout grimpe en flèche. Les coûts de transport grimpent en flèche. Les coûts des intrants manufacturiers grimpent en flèche. Chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement, qui dépend de la pétrochimie, des plastiques, des engrais et des matériaux synthétiques, devient plus coûteux presque du jour au lendemain. Pour la famille américaine moyenne, ce n'est pas une histoire géopolitique abstraite.
c'est le prix à la pompe, c'est la facture d'épicerie, c'est la facture de chauffage en hiver, c'est le coût d'expédition de ce colis qu'elle a commandé. C'est la partie que le camp Trump ne met jamais sur la casquette. Le slogan est bon marché, la facture à la station-service ne l'est pas. Au Royaume-Uni, qui importe des volumes importants d'énergie du Golfe et qui est fortement exposé commercialement au marché du Moyen-Orient, les conséquences suivent une logique semblable. L'inflation du prix de l'énergie a déjà durement frappé les ménages britanniques au cours des dernières années. Un autre choc énergétique, provoqué par une fermeture d'Ormuz, frapperait une économie encore aux prises avec les répercussions des récents cycles inflationnistes. Pour le Canada, pays qui est lui-même un grand producteur de pétrole, le portrait est mitigé. Des prix mondiaux du pétrole plus élevés profitent aux producteurs d'énergie canadiens en Alberta et en Saskatchewan, mais les consommateurs canadiens subissent les mêmes pressions inflationnistes sur les biens importés et les marchés d'exportation du Canada, surtout en Europe et en Asie, souffrent lorsque la croissance mondiale ralentit. Au-delà de l'énergie, il y a l'effet de contagion financière plus large. Quand le risque géopolitique grimpe au Moyen-Orient, les marchés mondiaux réagissent, les cours boursiers baissent, les rendements obligataires bougent. Les marchés des devises se déplacent. Les primes d'assurance pour le transport maritime dans le Golfe montent en flèche. Le financement du commerce devient plus coûteux et plus difficile. Le système financier est profondément interconnecté. Une confrontation militaire dans un détroit de 20 et un milles de largeur dans le Golfe Persique envoie des secousses vers les places boursières de New York, Londres, Toronto, Tokyo et Francfort en quelques heures. Les marchés ont cette mauvaise habitude de ne pas applaudir sur commande simplement parce que quelqu'un en cravate rouge qualifie le chaos de force. Puis, il y a les enjeux humains, ceux qui n'apparaissent pas dans les modèles financiers. Il y a des militaires américains stationnés sur des bases à travers le Moyen-Orient. Si un conflit à grande échelle éclate, ils sont en danger. Les familles qui regardent des nouvelles au Kansas, en Virginie et en Californie suivent-elles aussi cette histoire, même si elles ne suivent pas toutes les nuances géopolitiques. Il y a des civils iraniens, des gens ordinaires vivant sous des années de sanctions, confrontés à une monnaie effondrée, luttant pour leur simple survie économique, qui n'ont rien à voir avec les décisions prises par les dirigeants de leur gouvernement, mais qui subiront les conséquences de toute escalade. Il y a des marins à bord de navires commerciaux traversant le Golfe, venus de dizaines de pays, dont les vies deviennent sacrifiables dans un conflit autour du pouvoir et du levier entre des gouvernements situés à des milliers de milles. La guerre n'est pas un exercice théorique. C'est une catastrophe qui s'abat sur de vraies personnes. Et la trajectoire actuelle pointe dans cette direction. Pris dans son ensemble, ce qui se passe réellement dans le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une confrontation bilatérale entre les États-Unis et l'Iran. C'est la surface visible d'un déplacement tectonique beaucoup plus profond dans l'équilibre mondial des pouvoirs. L'ère d'après-guerre froide, dans laquelle la domination militaire et économique américaine au Moyen-Orient était simplement présumée comme la base permanente de l'ordre international, touche à sa fin. Pas de façon spectaculaire, pas dans une seule annonce, mais progressivement à travers une série de décisions, d'incidents et de recalibrages qui redessinent discrètement la carte. L'Iran a atteint une position stratégique où il croit, à tort ou à raison, qu'il peut résister à la coercition américaine sans en subir des conséquences existentielles. Son arsenal de missiles, son réseau de forces alliées, son contrôle géographique du détroit et ses relations avec la Russie et la Chine contribuent tous à ce calcul. Les États du Golfe, qui hébergeaient autrefois des bases américaines comme garantes de leur sécurité, se demandent désormais en privé si cet arrangement sert encore leurs intérêts. La Chine se positionne comme une solution de rechange, non pas par confrontation avec les États-Unis, mais par l'accumulation patiente de relations économiques et de crédibilité diplomatique. Et les États-Unis, toujours la force militaire la plus puissante du monde à tous égards, évoluent néanmoins dans un environnement stratégique devenu beaucoup plus complexe qu'à l'époque où leur domination régionale n'était pas contestée. Que l'accord rapporté entre Washington et Téhéran soit réel ou non, la logique de fond qu'il reflète, elle, est bien réelle. Les deux camps ont des raisons d'éviter une guerre à grande échelle. Et les deux camps ont des intérêts qui, dans certaines conditions, pourraient théoriquement converger vers une issue négociée. Voilà ce qui rend l'argumentaire à la Trump si fragile. La réalité refuse sans cesse de rester enfermée dans la publicité de campagne. Mais l'écart entre l'alignement théorique et l'accord réel est l'endroit où l'histoire se fait ou se défait. En ce moment, cet écart est rempli de navires armés, de missiles pointés, de rumeurs de marché et de la combinaison dangereuse de signaux d'escalade et d'effondrement de la confiance. Les prochaines 72 heures, le prochain geste diplomatique, la prochaine rencontre navale, n'importe lequel de ces éléments pourrait déterminer si cela devient un chapitre négocié de l'histoire géopolitique ou la séquence d'ouverture de quelque chose de bien plus dévastateur. Ce n'est pas de la spéculation.
L'architecture des deux issues existe déjà. La voie qui sera prise dépend des décisions prises en ce moment même par des dirigeants qui porteront les conséquences politiques, mais pas les conséquences humaines. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu Mondial et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.